Bonjour à tous, bienvenue sur le live où les soignants vont vous parler de leur peine, de leur peine à exercer. Alors moi je me présente, je suis une vieille infirmière, une tellement vieille infirmière que je suis à la retraite, mais j'ai quand même exercé pendant 33 ans de nuit, 2 ans en tant que libérale de jour évidemment pour le coup. Et j'ai vu donc depuis 1979, qui était l'âge de mon diplôme, se dégrader petit à petit la profession qui était déjà bien dégradée en 79. Mais à l'époque, moi j'ai connu encore une situation à Lyon, par exemple, où on avait encore des bonnes sœurs en tant qu'infirmières. Et en fait, les gouvernements successifs se sont longtemps appuyés sur le fait que, comme avant c'était des bonnes sœurs, elles étaient taillables et corvéables à merci, hein, c'est bien connu, c'est le Seigneur qui les remerciera un jour. Enfin, moi, le Seigneur, j'ai pas encore été présenté et j'aurais bien préféré avoir quelques petites monnaies sonnantes et trébuchantes dans mon escarcelle, un peu plus de moyens, un peu moins de diktat au fur et à mesure des années, des protocoles qui se mettaient en place à n'en plus finir, des choses qui nous ralentissaient dans notre travail. Enfin bon. Donc voilà. Bon, mais je suis pas la mieux placée pour parler de la situation actuelle. Je n'ai pas exercé sous le Covid. Toutes mes consoeurs et confrères ont toute mon admiration pour avoir bossé dans ces conditions-là. Je sais pas trop ce que j'aurais fait moi-même. Voilà. Donc, Bruno, si tu veux Bonsoir enchaîner. à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous recevons dans ce live spécial soignant. Ça n'a pas été facile à préparer parce que trouver des soignants qui acceptaient de parler n'était pas, enfin, ce qui était évident à la base n'était pas si évident lorsqu'il a fallu monter ce live. Donc, je vais commencer par vous présenter notre ami Dominique, qui est officier sapeur-pompier au sein du SDIS des Landes, qui a été président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Landes, qui fédère les professionnels volontaires et personnels de santé. Il assume également les fonctions de président national du syndicat des sapeurs-pompiers. Il assume également les fonctions de président national des sapeurs-pompiers agents des SDIS de France, affilié à la CFTC. À ce jour, il est président d'honneur. Voilà. C'est un cumulard, quoi. Il a également un mandat à l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine, à l'URSSAF Aquitaine des Landes également. Voilà, il travaille également dans divers domaines. Ça fait un peu long, voilà, vice-président de l'Union régionale départementale CFTC, récemment élu au conseil municipal de Narros, voilà. Donc, voilà pour notre ami Dominique. Nous avons Linda, charmante Linda, infirmière depuis 22 ans, qui travaille actuellement en libéral depuis 19 ans quand même. Elle a passé 20 ans à l'île de la Réunion comme infirmière. Elle vit et elle travaille actuellement dans le Vaucluse, voilà, toujours en libéral. Ensuite, nous allons avoir Marie, qui est une cadre de santé, qui a participé aux manifestations de ce jour. Et nous devrions avoir Sylvie, qui est auxiliaire de vie sociale, qui devrait nous parler des conditions sous Covid. Voilà, le manque de matériel, les patients, voilà. Et nous aurons Jérémy qui devrait nous rejoindre vers la fin également au sujet des manifestations et de ce qu'il a vécu dans la journée. Voilà. On va peut-être commencer par Dominique. Donc, il devrait nous parler en premier lieu des problématiques de rémunération et de primes. Voilà. Alors, c'est effectivement au cœur des sujets, notamment de la manifestation de ce jour partout en France. On a vécu effectivement donc les annonces avec effectivement des primes. Sauf que les primes, je crois que la majorité des agents, même si ça met du beurre dans les épinards, je reprends les propos, même si c'est un peu triviaux, de mes collègues de ce matin, parce que j'ai participé à une manifestation et j'ai été solidaire des personnels de santé sur Dax ce matin. C'est pas forcément la prime qui va régler le problème, on est bien d'accord. Au contraire, je crois que je reprends les termes du président de la République qui parlait de concorde dans beaucoup de ses allocutions. L'histoire de la prime a semé, je pense, la discorde. Et ça, c'est pas du tout l'effet du hasard. Je pense que malheureusement, c'est pas la bonne démarche. Les personnels de santé, la fonction publique hospitalière, et pour le même, la fonction publique territoriale, parce que là, du coup, je parle également pour les pompiers,
ou d'autres corps qui ont été en premier intervenant, primo-intervenant sur cette pandémie, c'est surtout le statut qu'il faut revoir. La fonction publique hospitalière, je le redis, donc au niveau européen, au niveau rémunération, c'est 300, on est quasiment le 28e sur 28 pays, quoi. Donc c'est quand même dramatique. Et quand on voit les chiffres d'autres pays, qui sont des petits pays à côté de la 6e puissance mondiale, et là je prends les propos également du président de la République, il y a de quoi s'interroger. Dans les revendications, j'entends parler de 300 €. 300 € net sur une feuille de paye. Ce n'est même pas les syndicats qui ont annoncé ces chiffres, c'est des politiques qui, si je me souviens bien, au soir même de l'allocution du président à Mulhouse, a annoncé effectivement la volonté de créer un Ségur, même si à l'époque le nom n'était pas ordonné, c'était le Grenelle de la santé. C'est des politiques qui ont annoncé ces chiffres. Et donc aujourd'hui, des syndicats reprennent effectivement cette somme, donc 300 € effectivement mensuel net par mois, et revoir effectivement l'ensemble du statut de la fonction publique hospitalière, et notamment les grades et les échelles, et notamment catégorie C, là où sont la majorité des personnels, donc qui ont été les premiers intervenants, qui ont été effectivement au contact du risque tous les jours. On parlera tout à l'heure de l'absence de masque, l'absence de blouse, de surblouse, enfin, de toutes les protections, les équipements de protection individuelle, qui a posé de gros soucis aux personnels soignants, mais également au personnel primo-intervenant qui allait chercher des victimes du Covid. Et là, je peux parler également des sapeurs-pompiers. Bien. OK. D'un point de vue travail, personnel et sécurité, il y a aussi des problématiques. Alors, alors ça, c'est la pandémie n'a rien arrangé. Enfin, si, elle a effacé quelques discordes qu'il y avait entre nous, mais pas forcément des personnels qui sont sur le terrain, bien au contraire, parce que quand on est sur une intervention, au sens de véhicule blanc, de véhicule rouge, on est là pour sauver la victime et on pense d'abord à la victime. Mais malheureusement, en haute sphère, on a des guerres politiciennes, économiques, qui fait que on entend souvent et trop souvent parler des guerres entre le SAMU, entre les pompiers. À l'époque, avant la pandémie, on était autour d'une table pour parler d'un numéro d'urgence unique, parce qu'il faut le savoir qu'on est le dernier pays en Europe à ne pas appliquer le 112 d'une façon légale et d'une façon générale. On a toujours 50 000 numéros d'urgence. On l'a encore vu dernièrement. Donc, nous, effectivement, on préconise le 112, sauf qu'au ministère de la Santé, ils ne le veulent pas. Parce qu'ils n'auraient plus la main sur la distribution des secours. Donc, je pense que ce qui se passait avant, le tour de table qui se passait avant, doit pouvoir continuer. Et la pandémie n'a mis en exergue que les gens qui sont sur le terrain travaillent tous ensemble, main dans la main. Et donc, une seule pensée, c'est la victime. Et les victimes potentielles, c'est nous tous demain. Ce sera nos parents, ce sera nous. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il faut que nos têtes pensantes, nos dirigeants, fassent abstraction de cette quête du pouvoir qui les anime que trop souvent. Il faut aujourd'hui que ce soit les gens du terrain qui puissent donner effectivement leurs prérogatives et les besoins dont a besoin les besoins du terrain, quoi. Que ce soit en intervention ou à l'hôpital. Et les sapeurs-pompiers sont également beaucoup dans le besoin. Bien. Laurence? On t'entend pas, Laurence. Ton micro. Ça, c'est les vieux, ça c'est pas la technique, tout ça. Je disais, j'ai juste une petite réaction quand les pompiers ont fait leur première manifestation. Il y en a eu deux, il y en a eu plusieurs, mais récemment, il y en a eu deux qui ont compté. La première où ils se sont fait gazer, etc. Moi, j'étais tellement horrifiée qu'à Valence, j'ai tout de suite lancé un truc, mais dans l'émotion, je veux dire, on est allé, j'avais une caisse de 6 bouteilles en bas à la cave, je suis allée leur porter 6 bouteilles et on est allé faire une petite manifestation où on applaudissait tous les pompiers qui sortaient du boulot à 20h. Ils étaient un peu ébahis, ça n'a pas dû leur arriver souvent dans leur vie. Mais par contre, ils nous avaient dit, nous, on manifeste pas tellement pour nos salaires, on manifeste surtout pour le fait que on manque de moyens, quoi. Eux, c'était surtout un manque de moyens qu'ils réclamaient. Tout à fait. Alors, effectivement, donc j'ai parlé de la fonction publique hospitalière où là, c'est criant, c'est un manque de moyens pécuniers, effectivement, au bas de la feuille de paye. Chez les sapeurs-pompiers, il faut savoir qu'on a quand même 57% de primes dans la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels en France. 57% de primes que l'on n'emmène pas à la retraite. Donc, je peux vous dire que je viens de prendre ma retraite et que je l'ai senti passer, quoi. Donc, et là aussi,
il y a quand même un problème de droit régalien dans ce territoire, dans cette belle République. Je prends un exemple que je connais bien. Je suis pompier professionnel dans les Landes. Il faut savoir qu'à grade égal, formation égale, mission égale, mon collègue de Gironde, qui a le même statut que moi, va gagner 500 € de plus que moi. Voilà. Donc, effectivement, donc les petits jeunes qui sont dans les petits départements ruraux, mais quand ils ont une attache familiale, ils pensent qu'à une chose, c'est effectivement d'aller là où ça paye le plus, et c'est légalement, et c'est humain, quoi. Donc là, on a un gros souci, c'est que les sapeurs-pompiers sont des fonctions, la fonction publique territoriale. Donc, on est commandé par un préfet, donc c'est l'État au niveau opérationnel, mais administrativement, il faut savoir que c'est le département qui nous paye. Et là, on a de gros soucis parce qu'effectivement, l'équité et l'égalité qui est sur le front autour de mairie n'existe pas parce que c'est une grosse galère. Donc, certains départements ont eu les moyens d'intervenir pour le Covid, j'y reviens, d'autres n'en ont pas eu, quoi. D'autres, on a couru après les masques. Donc, c'était un peu la foire d'empoigne pour que chacun puisse couvrir ses personnels. Alors, dans les Landes, ça s'est bien passé, mais je sais que d'autres départements, c'était une catastrophe, parce il fallait faire le même transport de victimes avec les mêmes masques, quoi, par exemple. Et j'en ai d'autres. Je peux vous en raconter des vertes et des pas mûres. Donc, vous voyez, la problématique, nous, sapeurs-pompiers, la fonction publique hospitalière, c'est le droit régalien, c'est l'État, mais nous, on dépend des départements. Et là, ça me choque un peu, et je me suis toujours battu pour dire que, quand même, tout ce qui représentait l'uniforme, donc la sécurité publique et la sécurité civile, devait être commandé par un seul patron qui s'appelle l'État, pour que dans tous les territoires en France, on ait les mêmes moyens, au départ, parce que là, je reprends l'exemple de la Gironde et des Landes, au niveau texte, quand on a un départ de feu, on doit partir à 6 dans un camion. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir assurer la sécurité des victimes que l'on doit secourir et assurer la vie des intervenants et sauf que dans les Landes, par exemple, nous, on part qu'à 4. Et sauf que le premier renfort, il fait 30 ou 40 km pour regagner le sinistre. Donc, effectivement, là, on a un gros souci. Donc, c'est le droit régalien qui ne s'applique pas sur tous les territoires dans ce beau pays. Ok. Dominique. Qui nous a rejoint, qui est donc notre ami AVS de la France, d'Antibes exactement. Et Marie, qui est cadre de santé, qui nous rejoint aussi. Bien. Je voudrais passer à Linda maintenant, qui, elle, en fait, a des choses à dire sur les problématiques des infirmiers et infirmières libérales, puisque son sujet à elle, c'est le libéral. Donc, qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet? Enfin, tu m'en as déjà dit tout à l'heure, et aussi assez en colère, assez remonté. C'est ça, bonsoir à tous. Alors effectivement, la problématique des infirmières libérales est complètement différente de ce que je peux entendre ailleurs, et c'est pour ça que j'ai du mal des fois à intervenir avec les autres personnels soignants. J'entends bien la problématique des autres, et notamment pendant la crise Covid. Alors nous, en tout cas dans le Vaucluse, ici, on n'a pas été confrontés, heureusement, de manière vraiment... on n'a pas été confrontés, même pratiquement pas du tout par la crise, ne serait-ce que économiquement, puisque paradoxalement, nous, on a manqué de travail. C'est bête, mais ça a été un peu, c'est un peu le détour de la crise. Donc la situation des infirmières libérales, elle est totalement différente, puisque, comme tout le monde le sait, on n'a pas le même statut, on est des indépendants. Et comme les avocats qui ont manifesté, comme les kinés, voilà les infirmières, on dépend d'un régime obligatoire de retraite. On n'a pas le choix, la Carpinco. Et ce régime doit changer avec la nouvelle réforme. Et c'est là qu'intervient ma colère, puisque si le gouvernement insiste sur cette réforme, je crains le pire pour notre système de santé libéral. Et ce qui me fait peur, alors non seulement, je pense qu'au moins dans un premier temps, un bon tiers des cabinets vont fermer, mais je crains surtout pour les personnes âgées à domicile. Parce que j'ai beau réfléchir, je vois pas ce qu'on va faire de nos personnes âgées à domicile, puisque de toute façon les hospitalisations sont de plus en plus courtes, on a de moins en moins de lits, on les renvoie au plus vite en post-opératoire à la maison, mais du coup, qui va les prendre en soin? Alors, je sais pas, est-ce qu'on va donner des petites pilules pour
que les personnes âgées partent plus vite à 70 ans. Je sais pas. Non, j'ai ma petite idée. C'est les AVS qui vont prendre le relais. C'est déjà le cas. Oui, bah, de toute façon, on voit déjà les pharmaciens prendre de plus en plus de marge sur les infirmières libérales, hein, sur les vaccins et beaucoup d'autres choses. Mais alors, je pense qu'à un moment donné, ils seront quand même confrontés au problème du soin technique. Même si les AVS, effectivement, font énormément de travail sur le terrain auprès des personnes âgées. Mais on a quand même, faut pas oublier, beaucoup de fins de vie. Les fins de vie, ben, malgré tout, il faut quand même avoir des soins techniques. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'a pas les structures. De toute façon, pour moi, je pense que c'est un problème économique avant tout. Il est plus social, puisque en fait, le social, on va en parler pour faire passer la pilule, mais c'est vraiment pas le sujet. Le sujet n'est que économique. Nous, on est en train de nous faire disparaître. On coûte trop cher. Très bien. Nous, on a la retraite à 67 ans. OK. On gagne trop, certes. Donc, on nous diminue les prestations. Depuis cette année, on est passé la cotation des nursing sur les personnes âgées a été fortement impactée. Mais quand je dis fortement, c'est plus que fortement. Par contre, on nous demande toujours plus de responsabilités, plus de prise en charge pour un moindre coût. Alors, jusqu'au quand on va tenir? Je ne sais pas. Moi, je suis tout petit cabinet. Les petits cabinets, comme moi, on nous donne, allez, si on tient encore 3 ans, ce sera bien. Alors voilà, moi je sais pas, je comprends pas. En fait, moi je suis, j'aime mon métier profondément, j'aime les patients et je vois pas d'avenir. En fait, je serais plutôt, je suis pas revendicative, je vais pas les manifester parce que c'est pas dans mon tempérament. Je serais plutôt très pessimiste, mais très pessimiste. Je devrais peut-être pas le dire, mais je vois très mal notre avenir de santé. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant du fait que moi, quand j'ai été infirmière libérale, comme en général j'ai l'habitude d'ouvrir ma bouche, hein, donc à l'époque c'était les premiers temps de la télétransmission. Donc on m'explique qu'il fallait que je m'équipe d'un ordinateur, moi qui n'avais jamais touché cette bête-là, et puis qu'il fallait que j'achète un petit logiciel de télétransmission qui coûtait quand même à l'époque 10 000 francs, hein, c'est-à-dire 1 500 €. Plus l'ordinateur qui était également très cher à l'époque, donc on rajoute 1 500 €. Et pendant ce temps-là, les médecins, eux aussi, devaient envoyer leurs feuilles par télétransmission. Les médecins recevaient quelque chose comme 10 000 francs, donc 1 500 € à parler qu'en euros, 1 500 € de primes à l'aide à l'installation d'informatique, mais pas les infirmières. De la même façon, le trajet à domicile pour une consultation à domicile d'un médecin était remboursé, enfin, le trajet était remboursé, je sais plus de mémoire, 50 francs. Et l'infirmière qui allait faire sa piqûre touchait 4 francs, 5 francs de déplacement. Donc, j'ai débarqué un beau jour à la CPAM et j'ai demandé à parler à la personne qui était responsable des infirmières libérales. Et je dis, excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais la liste des pompes pour les infirmières. Je vous ai sorti la cotation, hein, parce que je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Donc, nous, pour un déplacement, on est payé 2,50 €. Voilà, bah, ça a guère augmenté, tu vois. Voilà. C'est-à-dire qu'on fasse n'importe quel déplacement, n'importe quelle heure, c'est 2,50 €. Un médecin qui se déplace, je ne connais pas exactement le tarif, mais c'est au moins 20 €. Voilà. Largement plus, à mon avis. Largement plus. Donc, j'allais leur demander où étaient les stations-service pour infirmières. Alors, elle me regarde avec des yeux comme ça. Je lui dis, écoutez, oui, parce que j'ai pas trouvé les stations-service avec l'essence moins chère pour les infirmières. Alors, moi, ça l'a un peu stupéfié, mais moi, ça m'a révolté tout ça, quoi. Et sans compter que quand on est infirmière dans des quartiers un peu chauds comme j'étais à Toulouse, tu montes dans des immeubles, l'ascenseur est en panne, donc il faut y aller à pied. Donc, je suis pas maigre, donc monter 6 étages à pied avec
mon baluchon, mon truc, redescendre, ça prend du temps, tout ça, c'est pas payé. Donc, quand on fait, allez, une quinzaine de piqûres dans la journée, je sais pas maintenant combien de temps ça prend, mais enfin, ça n'a pas dû beaucoup évoluer par rapport à mon temps. Et on ne touche rien, en fait, on gagne rien. Alors, il faut savoir que pour les infirmières libérales, pour celles qui connaissent pas le système de santé en libéral, une infirmière qui fait un premier soin va être payée à 100% de son soin. Et 100% d'un soin sur une piqûre, c'est 3,15 €. Si je ne me trompe pas, 3 €. Ça fait rêver, hein. Alors, 3 € de déplacement. Alors, ça, c'est le premier soin. Mais comme la dame, elle a aussi une deuxième piqûre, une sous-cutanée à faire, ça va être encore 3,15 €. Mais comme c'est un deuxième soin, il va être payé la moitié. Mais comme en plus, elle a un pansement à faire parce qu'elle s'est fait mal au pied, par contre, là, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, l'infirmière fait son premier soin à taux plein, 3 €. Le deuxième à moitié de prix. Et le troisième est gratuit. Le troisième est tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des patients, ça m'arrive, qui tombent de mobilette, qui vont avoir des abrasions sur tout le corps. On va m'envoyer pour un pansement. Un pansement. Et t'en as 15 à faire. Et un pansement. Ça veut dire que je vais passer 1h30 à lui faire tous ces pansements sur tout le corps. Fais-nous rêver, donne-nous le prix qui t'est payé pour un pansement. C'est un peu plus que la piqûre. Ah ben oui, c'est un AMI 2 pour un pansement simple, donc ça fait 6,30 €. C'est ça. Ça fait rêver hein, pour 1h30 de boulot. Un très gros pansement compliqué, ça va être donc le double, ça va être 12 €. Ça fait rêver. Voilà, ça fait Et rêver. avec ça, on ne déclenche pas des vocations. Si demain, il n'y a pas 50 filles qui vont s'inscrire à l'école d'infirmière, je n'y comprends rien. Hein. Moi, ma revendication, elle n'est pas là-dessus, parce que bon, ça, c'est un système qui a toujours existé, qui existera, je pense, encore très longtemps. Mais la preuve en est, c'est qu'on arrive encore à en vivre. Bon, certes. Le problème, c'est que là, il commence à toucher au système, à diminuer la cotation. Et là, c'est dangereux parce que là, donc là, c'est acté pour cette année. Cette année, c'est les personnes de plus de 90 ans qui sont impactées parce qu'on change la cotation pour eux qui est déclassée. L'année prochaine, c'est pour les plus de 70 et après pour tout le monde. Donc, d'ici 4 ans, on aura perdu beaucoup sur nos cotations. Mais ce qui m'inquiète, c'est les prélèvements. Parce que la réforme des retraites, elle est quand même en marche, même s'ils n'en parlent plus pendant le Covid. Elle est là, elle est en marche. Ils vont la passer. Et je pense même qu'ils vont la passer pendant que les gens seront en vacances. Bien sûr. Oui. Là, si elle passe, je peux vous garantir qu'il va y avoir vraiment un très gros problème. Même si, effectivement, les auxiliaires vont pouvoir prendre en charge beaucoup de choses. Mais il y aura un manque. De toute façon, il y a les auxiliaires, les puéricultrices, pas les auxiliaires, les aides-soignantes. Non, pas les aides-soignantes, j'ai plus le nom. Tout kinésithérapie, etc., tous les intervenants, je veux dire, on n'est pas les seuls impactés, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Je veux dire, ça va être catastrophique. Catastrophique. Se soigner. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que, bon, Bruno le disait, je viens de La Réunion, et à La Réunion, on avait un système de santé qui était, mais 100 fois meilleur qu'ici en métropole. Je comprends pas encore pourquoi. J'ai pas compris. Je suis arrivée ici, j'étais perdue parce que il y a de moins en moins de médecins. Moi, pour mes patients à La Réunion, je leur passais un coup de fil et on était tout de suite pris en charge. Ils nous étaient conseillés, on était écoutés. Ici, ça n'a plus rien à voir. Chacun est isolé. En fait, c'est ça que je ressens ici en métropole. C'est en fait chacun est isolé dans son coin. Ce qui fait qu'on peut manipuler tout le monde. Et par le fait, on peut plus travailler comme ça. Donc, je sais pas comment se sortir de tout ça, pourquoi est-ce qu'on doit mettre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous chez un médecin spécialiste. Mais on est en France. Ouais. Linda, je voudrais que que tu rebondisses un peu, que tu nous parles un peu de la situation, quelle est la situation en fait actuelle hormis ce que tu viens de dire évidemment, des idéaux libéraux et l'impact de la réforme des retraites sur les libéraux.
pour finir? Alors, concrètement, pour vous faire très très court, la CAFINCO, donc, est un organisme de prélèvement obligatoire. On n'a pas le choix. En gros, pour l'instant, on est prélevé sur la base de 20% sur notre chiffre net à l'année. À partir de la réforme, on sera prélevé sur 40% du chiffre brut. Brut. Ce qui change énormément. On ne double pas les prélèvements. En fait, en gros, on va passer, pour l'instant, on est à peu près à 45% de charge sur notre salaire brut. Si la réforme passe, on va être au-delà des 65%. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne tiendra pas. C'est pour ça que c'est pas vivable. C'est clair. Plus vivable. Financièrement, on ne tiendra pas. On gagne notre vie pour l'instant, mais ce sera fini. On ne peut pas aller travailler gratuitement, c'est plus possible. On a des loyers à payer. C'est plus possible. Même vraiment avec la meilleure volonté du monde, c'est plus possible. Et là, plus on va gagner, et plus on va être prélevé. Donc de toute façon, c'est une histoire sans fin. Donc on va, même si on travaille 20 heures par jour, on s'en sortira pas. Voilà. Ok. Marie. Cadre de santé qui a passé sa journée à battre le pavé et qui a des choses à nous dire. Voilà, sur la santé, sur ce qu'elle a vécu un peu. Bon, on va éviter d'être trop méchant quand même, hein. Ok. Allez, Marie, avance. Moi, je suis cadre de santé dans un grand hôpital. Donc, je paierai le nom avec mon devoir de réserve. Les problématiques, elles sont croissantes depuis on va dire, ces 10 dernières années. Principalement, ce qui gêne, ce qui est difficile dans mon quotidien, c'est ce manque d'attractivité des hôpitaux. Moi, j'habite Paris, donc c'est des hôpitaux parisiens. J'ai des postes vacants sur postes vacants et du coup, les fermetures de lits qui sont engendrées, si vous voulez, par ces effectifs vacants. Donc, ça, c'est compliqué à gérer au quotidien. Parce que nous, derrière, on a les patients qui poussent à la porte, hein, ils sont en attente d'être soignés, et on peut pas répondre favorablement à leurs demandes. Et donc, du coup, il y a une perte de chance pour les patients. Ce qui me pose question, c'est le fait que les gens sont capables tous les soirs de nous applaudir à 20h entre guillemets, pendant cette crise sanitaire, et que là, on leur demande de venir défendre auprès de leurs soignants leur qualité et la sécurité des soins qu'on va leur apporter quand un jour ils seront confrontés, parce que malheureusement, tout le monde sera confronté à aller à un moment au cours de sa vie à l'hôpital. Moi, ça me pose question. Pourquoi les gens ne sont pas concernés sur… Il y avait du monde quand même, Marie. Il y avait du monde, mais pas assez. Pour moi, pas assez. Pas assez pour défendre leur service public, quoi. Mais je pense qu'il y aura plus de monde en septembre, hein. Je pense que là, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont encore peur de bouger. Les braves moutons, faut pas… Mais en fait, on repousse tout le temps. On se dit tout le temps, ça sera mieux la prochaine fois, ça sera mieux la prochaine fois. On se donne toujours une occasion de ne pas venir, de ne pas se déplacer. Alors effectivement, hein, j'ai certains de mes collègues qui sont, comment on pourrait dire ça poliment, qui sont un petit peu hospitalo-centrés, qui ne voient que le bout de leur nez. Donc évidemment, ça énerve aussi les gens. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple typique. Des gilets jaunes viennent soutenir le mouvement des soignants. Et évidemment, ça part en il est là, non, je ne sais plus, on ira te chercher chez toi, Macron, ou je ne sais pas quelle chanson. Et là, il y a un groupe de soignantes qui sont arrivées et qui ont élevé la voix en disant c'est pas votre manif, vous n'avez rien à faire là. Et j'ai trouvé que c'était pas en notre faveur. C'est-à-dire que nous aussi, on fait de l'hospitalocentrisme. Je pense qu'il serait quand même là nécessaire qu'on comprenne que l'ensemble des services publics français est en train de s'effondrer, et qu'il n'y a que par l'union qu'on obtiendra ce qu'on veut. Mais pour l'union pour tout le monde. Exactement.
Exactement, public comme privé. Et là, on est en train de nous monter les uns contre les autres. Et on se laisse faire. Manifestations. Les infirmières font leurs petites manifestations. Tout le monde ne voit que le bout de son nez, en fait. Et moi, je trouve ça déplorable, surtout dans des professions, je veux dire, le propre du service public, hein, c'est quand même l'altruisme, l'empathie, c'est des métiers de service, hein, comme leur nom, comme le nom le comporte, on est dévoué à l'autre, et les gens en fait ne s'écoutent pas. Ça veut dire que moi, ça me pose vraiment question, même sur la société actuelle. Vous voyez, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on estime important? Est-ce que c'est trop difficile pour que chacun se dise nous aussi, on a des choses à revoir dans nos comportements, peut-être sur plusieurs domaines, hein, l'alimentation ou je ne sais guère. Enfin, il y a plein de choses que nous aussi, on doit se remettre en question. Mais là, c'est fondamental, hein, c'est la solidarité qu'on doit avoir entre nous. Et là, c'est en train de monter dans des demandes, je sais pas comment dire, dans des revendications qui partent dans tous les sens, alors qu'en fait, on devrait plutôt réunir nos problématiques communes, qui sont un mieux vivre pour tous, enfin tous bien vivre, c'est-à-dire tous quand tu vas travailler, au final, la récompense de ton salaire, c'est quand même de bien manger, de permettre à tes enfants d'aller à l'école, etc. Aujourd'hui, en France, tout le monde ne peut pas dire ça. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que la France ne vive pas son système de santé, et deux, pour les Français, qu'est-ce qui est important? Donc, il y a ces deux éléments qui m'inquiètent. Là, après la manif d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore envie d'aller en manif. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Linda, je crois qu'on n'a pas de personnalité à aller en manif ou pas. Moi, je ne suis pas une révolutionnaire, si vous voulez. Je n'ai pas une personnalité à aller en manif. Je vais en manif parce que j'ai envie de défendre. C'est pourquoi je suis devenue soignante. C'est permettre aux enfants ou aux adultes qui ont besoin d'être soignés, faire en sorte que des agents viennent travailler le matin sans avoir la boule au ventre. Mais en fait, Marie, c'est juste que moi, je ne trouve pas normal qu'on soit obligé d'aller manifester. On n'a pas le choix, Linda. Ah oui, mais c'est pas normal. Bon, c'est pas normal d'aller manifester. Malheureusement, bon, on va pas revenir là-dessus, on doit le faire. Donc, au moins, faire entendre notre colère, qui est quand même un petit peu sourde. Les gens entendent rapidement. Hein. Enfin, c'est que lorsqu'ils sont confrontés à aller à l'hôpital et attendre un mois ou 2 mois pour une chirurgie, voir des souris dans un hosto, tout de suite, ça finit en grosse plainte sur Internet. Il n'y a aucun moment, il y a quelqu'un qui s'est dit « Mais merde, il y a des gens qui travaillent dans cet hôpital, en fait. » C'est ça. J'ai attendu 4 heures pour un bassin. Non, mais vous vous rendez compte qu'en fait, j'ai que 2 infirmières aujourd'hui au lieu de 3 ? Et que, effectivement, les patients allant de plus en plus mal parce qu'on retarde leur prise en charge, fait qu'aujourd'hui, oui, ton bassin ne sera pas prioritaire. Ouais. Ouais, c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout de suite, ça finit en grosse plainte sur Internet. Il n'y a aucun moment, il y a quelqu'un qui s'est dit mais... Oula, il y a un problème là. C'est qui parle? Ben, c'était toi qui reparlais. Je ne sais pas, il y a eu un petit bug. Je suis très dubitative. Je trouve qu'aujourd'hui, plus clairement, oui, on est obligé d'aller en manif pour se faire entendre. Là, encore aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux et vous verrez, il y a une dame de 50 ans, infirmière, qui a travaillé dans une unité Covid et qui, là, aujourd'hui, est blessée et demandait juste sa ventoline. Vous voyez? C'est-à-dire que le français, pour lui, qu'est-ce qui est grave, en fait? Il est une curseur. Il est une curseur. Où est-ce qu'on est grave? À quel moment on va tous se bouger tous ensemble? Le problème, c'est que nous, à Valence, on a essayé de bouger un petit peu pour aller soutenir notre hôpital qui est en grève aussi. Eh bien, les soignants sont sortis et on dit, les gilets jaunes, cassez-vous, vous abîmez, vous donnez une mauvaise image de notre manifestation. Pardon, alors moi, je suis gilet jaune du début, j'ai plus de gilet, je suis une citoyenne en colère, une ancienne infirmière, et oui, je me battrai, mais jusqu'à mon dernier souffle pour défendre ce métier que j'ai adoré faire pendant 33 ans et qui me laisse une superbe retraite de 716 € par mois, après 33 ans d'infirmière de nuit. Après, j'ai été mise en invalidité et voilà. C'est pas supportable.
ça veut bien dire qu'il y a une problématique. Ça veut dire qu'il y a aussi, de notre côté, nous soignants, une problématique comment on peut dire ça, de positionnement vis-à-vis des gens qui sont dans la rue depuis déjà quelques temps. Bien Je sûr. pense que les jaunes, ils ont des revendications qui sont parfaitement louables. Je pense que c'est pas négatif de demander plus de justice sociale et plus, voilà, plus, voilà, de la justice tout simplement. Et on perd un œil pour aller au bout de ces plaintes. Enfin, voilà, à quel moment les Français vont se bouger pour leur service public? À quel moment on estime que les gilets jaunes n'ont pas des revendications qui sont légitimes? Enfin, je veux dire, On les a traités de tous les noms, les gilets jaunes, de cassos, de sans-dents, de gueux, de tout ce que tu veux. Sauf que maintenant, on a même été traité, même donc du coup, par le corps hospitalier, etc., de gueux, de cassos, etc. Sauf que ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que bientôt, ça sera eux les gueux aussi. c'est ça. Très, très vite, ils vont rejoindre les gueux. Très, très vite. Ça sera tant mieux, parce que je pense que la problématique des gilets jaunes, c'est que souvent on leur a donné une image un peu de sans-dents, de personnes qui ne savaient pas parler, ou des gens qui sont dans des strates sociales un peu basses. Moi, j'estime qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent, bah, moi, je ne suis pas touchée par des fins de mois difficiles. En revanche, je suis touchée d'entendre des gens, des mamans célibataires avec enfants qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Enfin, voilà, là, je sors du contexte un peu soignant. Il y a des choses même du domaine de l'humain, je suis obligée de le dire aujourd'hui en live, qui me dépassent. À quel moment les Français se sentiront concernés par la problématique du voisin? C'est ça. Arrêtez, sortez de votre téléphone. Je suis très mal placée pour le dire ce soir, mais voilà, moi, mon quotidien, c'est m'occuper des gens, mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi, nous, cohérents avec les valeurs qu'on doit avoir à la base pour embrasser le métier de soignant et ce qui se passe au quotidien aujourd'hui. À quel moment les Français vont décider de sortir de leur canapé? Parce que pour se plaindre, alors là, on est très fort. Pour se bouger, pour joindre la parole aux actes, c'est compliqué. Mais Marie, tu vois, moi, les manifestations que j'ai suivies depuis mon canapé, hein, parce que je peux pas manifester, j'ai 50 mètres de périmètre de marche, donc c'est mort pour moi d'aller manifester. Et j'ai suivi ça donc un peu Paris, Marseille, un peu partout. Moi, voir les filles qui font des flash mobs, ça fait pas peur au gouvernement. Si toutes les filles défilent silencieuse, ne serait-ce que silencieusement, ne serait-ce que ça. Pas un mot, les gens qui défilent dans la rue, le regard sombre, qui sont pas là pour rigoler, parce qu'ils ont plus envie de rigoler. Parce que moi, j'ai plus envie de rigoler. Ça pourrait faire peur au gouvernement. Les gens qui dansent sur machin Macron. Hier, s'asseoir sur le terrain, sur l'herbe. Moi, j'ai perdu une journée de salaire aujourd'hui. Hein. D'accord? C'est pour aller danser. C'est pas pour faire la guignole. Moi, je sais très bien pourquoi je vais dans la rue. J'ai été dans la rue aujourd'hui. Un camion de CRS, ça me fait pas peur. J'étais devant les grilles. On a demandé aux gens, venez devant les CRS. Venez essayer de leur faire prendre confiance. Je sais que ça va être très difficile. Hein. Ça fait plus d'1 an que je suis dans la rue. Je sais très bien qu'on ne raisonnera pas ce genre de personnes. Même les pompiers leur ont pas fait peur. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur envie. Mais je crois que on plante une graine. On plante une graine dans leur esprit. Parce que je ne suis pas sûre que tous les matins, ça soit facile pour ces gens-là de se regarder dans la glace. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Moi, je suis en parfaite cohérence, en symbiose entre ce que je dis et ce que je fais. Je ne pense pas que c'est leur quotidien. Mais qu'à quel moment, on va y aller et on va aller à la fin. J'en ai marre de danser. Ah ben, je te rejoins complètement, Marie. Moi, ça m'a horrifié les manifs. Horrifié. Aujourd'hui, j'ai dit, mais enfin, c'est ça les manifs des soignants, quoi. Enfin, on manifeste pour. C'est comme les manifs des pompiers s'ils avaient dansé, quoi. Putain, les pompiers, quand ils y sont allés, ils y sont allés. Et les flics ont reculé, quoi. Parce qu'à un moment donné, jusqu'au moment où ils ont mis les murs, et là, ça a été lacrymo à gogo et matraque à gogo. J'ai travaillé en collaboration avec eux parce que je travaillais aux urgences avant. On les a attendus aujourd'hui. Ok. Il y a la petite Sylvie qui est toute sage dans son coin depuis tout à l'heure.
va donner la parole à Sylvie quand même. Donc, Sylvie, bonsoir. Tu es AVS, voilà. Et tu voulais, toi, elle est figée. Elle est plus avec nous. Elle est plus avec. Ah oui, ah bon, il y a un problème. Back office, au secours, on a un souci avec Sylvie. On va peut-être rentrer Sandrine alors. On a Sandrine qui est en back office et qui est AVS aussi, me semble-t-il, et qui aurait des choses à nous. Ah, elle est partie aussi. Ah, d'accord. Bon. Ah bah, écoute, qui veut rebondir sur ces différents sujets? Éventuellement, donc, j'ai découvert la situation des infirmières libérales parce qu'effectivement, je les côtoie, je les connais, j'ai beaucoup d'amis. Mais on parle jamais des rémunérations, c'est le genre de sujet qu'on n'évoque pas quand on boit l'apéro, quoi. Et là, effectivement, j'ai découvert. Donc, alors, sache que sous notre casquette, je siège à l'URSSAF et on a le régime des indépendants gérés. Maintenant, je vais regarder effectivement un petit peu plus ce dossier. Et ce dossier retraite, effectivement, que tu viens de nous évoquer, m'interpelle au plus haut point. Concernant effectivement les manifs, je regrette, donc je suis plus aux affaires, mais je pense sincèrement qu'une manifestation avec le monde de la santé, la police, parce que quoi qu'on en dise, la police est également en souffrance, c'est également un service public. Et sincèrement, quand Macron dit qu'une république ne peut pas faire sans police, on est tous d'accord. Sauf qu'effectivement, eux aussi souffrent de manque de moyens. Donc, une manifestation globale avec les services de santé, avec la police et les pompiers, à mon avis, serait de bonne loi pour faire comprendre aux Français que le service public de proximité, ceux qui leur tendent la main tous les jours, est en danger. Sincèrement. Donc, je fais un appel ce soir à mes collègues qui sont en responsabilité syndicale. Tous, il faut qu'on soit ensemble. Et je suis convaincu que là, les médias ont un rôle essentiel à jouer et ce n'est plus la division, là. C'est effectivement le fait d'être tous ensemble pour construire la République de demain, les services de secours et les soins de demain pour nos enfants et pour nous, parce que demain, ce sera nous, quoi. Bien. Sandrine est parmi nous. Bonsoir Sandrine. Le micro. Aïe. On a des soucis techniques ce soir. Soucis Internet. C'est pas vraiment des soucis de StreamYard. Non. Je vais peut-être laisser la place, moi, pour que Sylvie puisse monter, parce que… Non, mais il n'y a pas… Ah, Sylvie est de retour, peut-être? Oui, voilà Sylvie. Sylvie? Ben non, elle est figée toujours. Sylvie, t'es figée. Allô? Non. Oui. Ah si, ça y est. Allô? Tu nous entends? Je sais pas, moi, ça se fige. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on a le soleil qui vient avec nous. Je suis… On ne Ouais, t'entend c'est bon. On t'entend, on te voit pas, t'es figé, mais c'est pas grave, on t'entend. Non. Ton micro. Ton micro. Est coupé. T'as coupé ton micro. C'est compliqué. Je vais lui envoyer un petit MP. J'essaye de lui envoyer un MP. Oui, Linda, quelque chose à dire peut-être? Non, je pense que tout le monde a fait un petit peu le tour. D'accord, bon, ok. Marie, qui était pleine de verbes. Moi, je suis passionnée, mais comme tous les soignants, sinon on ne ferait pas ce métier. D'accord, ok. Je vais demander au back-office à ce moment-là de voir si notre ami Jérémy est dans le coin et s'il est disponible. Ah, il faudrait que Sylvie parle avant, parce que sinon, sinon elle n'aura plus la place. Si, il prend une Ça y est, Sylvie, son micro est branché. C'est bon. Il arrive.
Sylvie, c'est à toi si tu veux. Elle sourit bien. Ça y est, Sylvie. vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. Ouais, vous m'entendez là? Oui. Je souris, mais je parle. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais Bonsoir à tous. Bonsoir. Sylvie, s'il te plaît, pour que ce soit plus facile, Alors, moi, je suis. Oui, coupe ta caméra. En bas, tu coupes juste ta caméra, comme ça on aura le son et on pourra t'entendre comme il faut. Voilà. Parle maintenant. c'est bon. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Vas-y, bah, vas-y. Alors, c'est parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Donc, moi, c'est voilà, donc Sylvie, je suis une amie de Laurence. Bonsoir. Donc, dans le 06, Antibes. J'ai été conviée par Laurent pour rejoindre ce live pour parler des difficultés des AVS. On a été très sollicité pendant la période du Covid, où on a été vraiment sur le front à 3. Ah, non. Bon, je crois qu'on va devoir se passer de l'intervention de Sylvie, Ouais, malheureusement. Alors, je peux quand même dire un petit peu, moi, ce qu'elle m'a raconté et qui m'affolait. C'est que donc, elle est AVS. Donc, moi, dans mon esprit, un AVS, c'est ceux qui viennent aider souvent des personnes âgées ou dépendantes pour faire leur ménage, leurs courses, leurs repas, etc. Mais en fait, elle fait bien plus que ça. Elle fait les toilettes, elle utilise des lève-malades. En fait, elle a un rôle d'aide-soignante, quoi. Elle fait les toilettes, elle fait tout ça. Et moi, encore une fois, hein, forcément, ça coûte moins cher à la Sécu, puisque du coup, c'est des organismes privés. Donc, bon, Dieu sait que je veux pas dénigrer le talent de Sylvie qui en est bourré, mais elle a pas reçu la formation de l'infirmière. Une AVS n'a pas forcément l'œil que nous allons avoir un œil global sur le patient qu'elle n'aura pas forcément. Et puis déjà nous en tant qu'infirmière, on a du mal à rentrer avec en lien avec les médecins traitants. Donc elle, c'est carrément, elle est larguée quoi. Le seul interlocuteur qu'elle connaît, c'est sa boîte d'intérim ou sa boîte ou la boîte qu'il a déléguée là. Donc elle s'est retrouvée avec des patients qui étaient sous respirateur. Bah ouais, il y a quelqu'un qui lui a montré, une autre AVS qui lui a montré comment ça fonctionnait. Honnêtement, moi, ça me fait peur quand même. Hein. Un respirateur ou ou la machine de l'apnée du sommeil? Non, non, un respirateur. Un respirateur? Ouais, un respi, ouais. À domicile? Oui. D'accord. Ben, t'en as, hein, les patients qui sont plus très. On ne dit pas à une AVS normalement. Enfin, pardon, hein, mais. Eh ben, si. Et puis l'AVS, tu l'envoies sans masque. Tu lui donnes 10 masques pour la semaine. Parce que ça suffit bien. Alors qu'elle va avoir des patients qui sont ultra sensibles, qu'elle va faire les courses au supermarché pour ses patients. Donc, enfin, il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Pourquoi? Alors les blues, on n'en parle même pas. Hein, donc, moi, c'est une situation qui m'a révolté, quoi. On donne, voilà. Là, elle me dit, parce qu'on l'entend pas, mais elle est quand même présente. Elle dit qu'elle a eu 3 boîtes de masques. Mais bon, pour toute la durée du truc, quoi. Et encore, je me rappelle comment elle a dû râler pour en avoir. Donc voilà, quoi. Sylvie, si tu as des choses à dire, marque-les-moi et puis comme ça, je ferai ton porte-parole.
puisqu'on est désolé, mais on a une connexion qui est mauvaise avec Antibes. C'est les Antibaises qui nous vont pas. A priori, non. Allez, je laisse tomber. Vas-y, continue. Ah bah Sandrine. Sandrine, le micro. Non. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon, donc Sandrine, tu es AVS, toi, non? Oui, je suis AVS. Voilà, une autre AVS. Explique-nous un peu ce que tu vis, quelles sont tes problématiques. Eh ben, moi, je fais des toilettes à domicile auprès de personnes âgées, paralysées, surtout les personnes âgées. Et puis, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire? Eh ben, le matériel, comme les blouses, les gants, ou des fois on fait des gestes qui sont pas forcément qui sont établis pour nous, qui devraient être faits par une infirmière. Ouais. Et mais on le fait par rapport à la personne. Voilà. Parce que des fois, l'organisme, on va dire, nous dit pas nos tâches réelles. D'accord. Autrement dit, on te fait faire des actes qui ne sont pas liés à ta profession. Voilà. À d'autres secteurs d'activité. Voilà. D'accord. Parce que moi, je travaillais avec une infirmière et c'est l'infirmière qui m'a dit que ce que je faisais, c'était pas mon rôle. Ouais. Et quels sont les risques en cas de problématique? Voilà, on se retourne contre moi. Voilà. Le gros problème, le bureau, voilà, il se décharge, c'est pareil. Après, on est, comme on dit, dans un cercle vicieux. Alors, a priori, est-ce qu'il y aurait on va pas taper sur une infirmière, mais est-ce qu'il y a certains soignants, certaines soignantes qui refusent de faire certaines choses et qui délèguent aux AVS? Ah oui? D'accord. Bon. Mais moi, comme je tempère, on va dire, je dis rien. Voilà. J'aime pas les problèmes, donc je fais tout. Ouais. Je fais tout, voilà, je prends pas le boulot d'infirmière, je veux pas faire des piqûres ou voilà. Mais voilà. Comme des fois, on ne sait pas, tout au début que je faisais mon travail, on ne sait pas ce qui était autorisé et pas autorisé. Je sais que les bas de contention, on a le droit de les mettre, mais on n'a pas le droit de mettre les bandes. Les poches, normalement, on a le droit de les vider, mais on n'a pas le droit de mettre les poches. Donc, voilà, il y a des choses qu'on a le droit de faire et pas faire. Mais ça, on ne vous le dit pas. C'est que le bureau vous met comme ça au pied du mur. Après, voilà. Et puis, quand vous êtes avec les personnes… Ouais, comme dit Sylvie, c'est un risque pour le patient, mais c'est surtout un risque pour toi. Parce que si vous avez raison. Mais nous, on est entre deux feux, entre le patient, la famille et puis et le bureau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le jeu du gouvernement aussi. C'est finalement faire en sorte que les infirmières libérales disparaissent et petit à petit reléguer tout le travail au maximum envers les AVS qui sont pas formés, mais c'est quand même la réalité du terrain. Moi, je le vois pas puisque forcément, c'est pas chez des patients chez qui je vais, mais ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes faites par les familles auxquelles les soignants ne répondent plus parce que financièrement, c'est plus possible. Et du coup, ils se retrouvent sans rien, à domicile, sans aucune aide. Alors, mais ça devient très, très cher. À un moment donné, ils font avec les gens qui sont là.
Et le tort, Sandrine, je pense que c'est d'accepter. Et le problème, ça devient très très cher. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si elle n'accepte pas, on lui dit, mais madame, la porte est grande ouverte. Des Voilà. gens comme vous, pas qualifiés, on en trouvera 50 demain. Ah, Donc, c'est un problème entre ta conscience et ton estomac. voilà. Les personnes que je vois ici, comme les AVS que je vois ici avec moi, ce sont des personnes qui sont sous-payées, qui courent partout, qui sont fatiguées. Ah bah c'est sûr, partout on a des fois une demi-heure pour faire une toilette ou Ah oui. voire 3/4 d'heure. Franchement, j'en ai vu beaucoup qui m'ont dit, mais on n'a même pas le temps de manger à midi, qui travaillent du matin jusqu'à 20h le soir et qui ne prennent même pas le temps de manger. Elles me l'ont dit, je l'ai vu. En fait, moi, je pense que c'est de l'esclavage moderne. C'est simplement ça, c'est de l'esclavage moderne. Et notre système de santé libéral, enfin, hors le milieu hospitalier, il tend à devenir comme ça un petit peu à la merci on fait comme on peut avec ce qu'on a. Bientôt, on a heureusement que les c'est la triste réalité de ce qui se passe à la maison. Et puis ça va devenir de plus en plus. De pire en pire. Ok. Laurence, Oui, tu veux qu'on aille. on va libérer une place pour Jérémy. Non, c'est pas ma place au chef. On est en train de me dire, c'est ce qu'on est en train de me dire. Fais descendre quelqu'un, je te fais descendre. Boum. Je peux partir si Laurence veut rester? Non. Ah non, moi je reste pas avec les chefs, moi. T'as raison. Allez, hop, on va faire monter Jérémy. Déjà. Jérémy. Une minute. Enchaîne. Ah bah oui, enchaîne. Il est gentil. Oui, enchaîne Bruno, c'est moi. Ah bah voilà, tiens, j'enchaîne. Je n'enchaîne rien du tout. Hein. Sandrine, tu as fini de nous parler de ton problème? Enfin, de ton problème. Désolé. C'est un mauvais terme. Problématique, on va dire. Oui, voilà. Et arrête de rire, Marie. Hein, d'accord. Et toi aussi, Linda. Voilà, arrêtez de vous foutre de moi. Jérémy, sauveur, bienvenue. Bonsoir Linda, bonsoir Dominique, bonsoir Marie, bonsoir Laurence, bonsoir Bruno. Oh, Laurence, elle est où Laurence? Elle a disparu? Laurence, c'est parti. C'est mon. Bah ouais, je ne l'ai pas vu. Je l'avais vu au début du live. Bon alors, comment ça va? Ah bah écoute, plutôt pas mal. On parle bien. Je pense que ça peut continuer comme ça, un petit peu. Hein, pas trop longtemps quand même, mais bon, voilà, c'est déjà 1 heure. Ok, alors j'en ai pas pour long. Je regarderai ce live pour voir toutes les informations utiles et intéressantes et à partager et à transmettre au plus grand nombre. Moi, je voulais intervenir, on l'avait dit aussi sur le live qu'à la fin, on parlera aussi de la journée d'aujourd'hui. J'aurais aimé ne pas vous en parler. J'aurais aimé ne pas être disponible pour vous en parler parce que j'aurais aimé être encore en manifestation à cette heure où je vous parle. Malheureusement, au moment où je vous parle, je suis chez moi depuis 20 minutes. Ça veut dire que avant de vous parler de cette journée, j'aimerais bien vous montrer 2 vidéos si on a encore quelques instants. C'est possible? Oui, parce que ces 2 vidéos reflètent totalement le contraste des possibilités qui s'offrent à nous. Preuve en image qu'aujourd'hui tout le monde est à la même enseigne, c'est-à-dire une répression hallucinante, que pour autant ça ne concerne pas la majorité des gens qui nous entourent. Donc si vous êtes d'accord, mes chers amis, Mathieu, tu nous lancerais les 2 vidéos coup sur coup s'il te plaît, et après on en parle, et après j'en ai pour 2 minutes, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, pas grand-chose. On l'a déjà dit tellement de fois qu'on va encore le redire surtout. Allez, je me tais. On y va.
Attendez ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Faites la présenter au 7e. Faites la présenter au 7e. Voilà. Alors, je ne sais pas si on m'entend, parce que je crois que je suis en mute. Si on m'entend. C'est bien d'avoir eu qu'un extrait, parce qu'on a bien compris le contraste qu'il y a entre les deux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la contestation du mouvement du Gilets jaunes est le reflet parfait de notre société. C'est que aujourd'hui, on a des policiers, des CRS qui sont complètement pourris, à l'inverse d'autres policiers qui sont complètement dévoués à toutes les corporations qui font preuve de solidarité. Et je pense que ça soit chez les Gilets jaunes, que ça soit chez les citoyens, chez le personnel soignant, chez les avocats, chez les syndiqués, aujourd'hui, le message, le problème, c'est que s'il ne passe pas, c'est qu'on est incapable de se coordonner. Si, par exemple, tous ceux qui ont annoncé le 16 juin, nous, par exemple, on annonce notre soutien et notre présence depuis mi-mai sur le 16 juin, sans se l'accaparer, sans dire, ouais, on y va, on va tout défoncer, ce que je respecte. J'aurais aimé aujourd'hui, j'y suis pas allé avec le rêve de me dire qu'on allait récupérer les Clés-Élysées. J'y suis allé avec d'autres, dont Stéphanie qui est là. Bonsoir. Voilà. Mon épouse qui est là, voilà. Tiens, un petit coucou. Voilà. J'y suis allé dans le but d'espérer, de faire le nombre et de voir quelque chose de plausible. Il y avait du monde. Faut savoir que les syndicats ont lâché tout de suite quand on est arrivé aux Invalides. Faut savoir que depuis des semaines, on annonce que s'il n'y a pas une coordination nationale de toutes les corporations, on vivra ça. On aura un acte 372 avec un autre président néolibéral qui, de toute façon, fera preuve d'une répression sans nom et sans image pour justement pouvoir faire ça. Sur la route, j'ai pas eu le temps de suivre les informations. On me dit aussi que maintenant, on a enlevé le message des personnels soignants sur Paris et que c'est des groupuscules qui ont attaqué. Écoutez, j'y étais de mes yeux. J'ai plein de défauts, mais j'ai pas le défaut d'être un menteur, même si ça m'arrive souvent de me tromper ou de m'emballer. Moi, j'ai vu une violence quoi qu'il arrive, on était bloqué sur Paris aux Invalides. Donc, ça aurait pas changé grand-chose. À un moment donné, on sait ce que c'est quand on est bloqué. Au départ, les gens s'installent et discutent, puis après, ils veulent avancer. Et là, il se passe des choses. En sachant que les personnes qui se sont confrontées à ce régime de Vichy, c'est des personnes qui étaient déjà présentes dans les cortèges bien avant le départ de la manifestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, encore une fois, on lui offre la possibilité de pouvoir faire un jeu auquel il excelle avec tous les pouvoirs qu'il a en place et d'arriver à travers une manifestation qui est totalement justifiée pour toutes les causes qu'on connaît, notamment aujourd'hui, le personnel hospitalier, le personnel soignant, les professions libérales, tout ce qui touche à la santé. Le message, il va être annihilé encore parce que je suis sûr que les chaînes d'infos en continu vont s'en donner à cœur joie pour présenter quelque chose qui n'est pas le reflet. Aujourd'hui, moi, j'ai vu notre ami qui nous déteste un peu en ce moment, mais qui m'a salué quand même, Philippe Pasco. J'ai vu notre frère Adama Traoré qui était saoulé parce que, tout comme nous, il savait que on l'a vu dès le départ, que c'était pas le jour où on allait prendre les clés d'Élysée. Pour autant, il était là par solidarité, comme on était là par solidarité. Bruce Duvic est venu avec son équipe de Dijon. Ils sont partis dans la nuit, c'est pas rien. Et on a vu énormément de gens qui sont aussi bien des habitués de manif que des nouvelles têtes, qui ont fait la route de partout en France. Il y avait Tristan Lozac qui était présent. Je l'ai pas croisé, j'aurais bien aimé. Chalençon qui a lancé, Christophe Chalençon qui avait lancé l'appel, comme le 11 mai, évidemment. Je l'ai pas croisé, mais je sais qu'il était présent. J'aurais aimé le voir pour lui dire, quoi qu'il arrive, que tu te sois planté ou que tu aies réussi, quoi qu'il arrive, au moins tu as essayé. Et ça, on peut pas t'en vouloir. Voilà. Même si j'ai pas des affinités plus que ça avec, alors j'ai de l'affect avec, mais il me saoule, il m'agace. Voilà. Mais peu importe, c'est mon problème, ça. Le plus important, c'est ce que je voudrais tirer de cette journée, c'est que peut-être, vous, les Gilets jaunes, vous, les citoyens, tous ceux qui sont engagés, qui ont monté un groupe, un collectif, une association, rejoignez le groupe Le Jour se lève, rejoignez les convergents, rejoignez les citoyens autonomes qui sont en train de grouper tous les groupes de France pour pouvoir présenter quelque chose de cohérent. Rejoignez le collectif d'Adama Traoré, rejoignez
les masques, rejoignez Opération Spéciale, rejoignez un groupe qui propose quelque chose de constructif et qui nous laisse encore un petit peu de temps pour arriver à se coordonner. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Si nous, tous les gens qui prennent des initiatives pour essayer de changer les choses et de faire en sorte qu'on puisse vivre dans un monde meilleur où l'humain et la planète sont au cœur des priorités, pas les lobbyistes et les banquiers et les réseaux privés qui nous polluent, qu'on s'offrait la possibilité de pouvoir changer nos mentalités en s'offrant des possibilités qui vont à tout le monde, j'ai envie de dire que c'est la solution. Donc j'en reviens à ce qu'on dit depuis 2 mois et demi. Nous, on s'organise pour septembre. Alors vous voyez, mes amis, le jour se lève, il n'y croyait pas au 16 juin, mais pourtant il a porté l'appel depuis mi-mai. D'accord? Aujourd'hui, on crache sur personne. On dit même que tous ceux qui ont essayé, on peut se tromper 1000 fois. Le tout, c'est d'y arriver au moins la dernière fois. C'est ça le plus important. Nous, ce qu'on vous demande solennellement, unissez vos groupes. Vous êtes pas, personne n'avalera personne, hein. Nous, on travaille déjà à des dizaines et des dizaines de groupes ensemble et personne n'a mangé personne pour l'instant. On respecte les idées de chacun. On est juste en train de calculer un cadre. Et en dehors de ça, si cet été, on vous annonce qu'en septembre, on reprend le pouvoir, c'est qu'on aura organisé une sécurité digne de ce nom pour protéger aussi bien les manifestants que les personnes bien intentionnées qui voudraient éventuellement poser le casque tel qu'on a vu dans la première vidéo. Et peut-être que là, on va y arriver. Le nombre, c'est une bonne chose, mais la coordination est nécessaire pour y arriver. Voilà, donc tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, bravo. Je pense pas que le message du personnel hospitalier ait été annihilé parce que partout en France, ça a été une réussite. Je pense à Lille où la police a quand même ouvert les portes du centre-ville pour que les manifestants puissent y aller. Il n'y a pas eu de problème. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on est à ça, d'arriver à changer les choses, de pouvoir faire en sorte de vivre dans un monde meilleur où chacun, quand il se lève le matin, il s'inquiétera pas si la fin de mois va être difficile. Il pourra se faire des plaisirs. Il pourra consommer. Des fois, il faut savoir revenir en arrière pour mieux avancer. Nous, au sein du Jour se lève, on n'en veut à personne sur quoi que ce soit. S'il y a d'autres appels d'ici à septembre, qu'on y croit ou pas, on le relaiera, on le soutiendra et on sera présent tel qu'on l'a été aujourd'hui. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve, vous aussi, si on vous annonce qu'au mois de septembre, on est fort, relayez l'appel, joignez-vous à nous, faites en sorte de rentrer dans une coordination qui puisse peut-être bousculer les lignes et éviter de voir ce qu'on a vu là. Une infirmière tirée par les cheveux avec un problème d'asthme, du sang partout sur le visage parce qu'on n'a pas vu la fin de la vidéo, mais c'est ça. Et je peux vous dire que c'est pas la seule chose qu'on a vue aujourd'hui. Voilà. Il est sur toutes les raisons que l'on évoque, on a 120% raison. Mais c'est pas que nous qui vivons, c'est nos générations d'avant. Ça fait longtemps qu'en fait on est manipulé et aliéné. Aujourd'hui, il y a assez de monde réveillé pour qu'on puisse faire quelque chose. Il serait bien qu'on le fasse une bonne fois pour toutes et qu'on se coordonne. Voilà. Il y a des groupes de partout, des assos de partout, que ça soit gilets jaunes, citoyens, peu importe, on s'en fiche. Rejoignez un groupe qui veut adhérer à notre groupe. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de séparer les pouvoirs, c'est de redonner les pouvoirs au peuple sous forme d'assemblée constituante. C'est pouvoir séparer au minimum les pouvoirs politiques pour que demain, lors des prochaines élections, on s'en fiche de savoir qui va être élu, puisque de toute façon, il n'aura pas un pouvoir de décision tel qu'il a là. Il n'aura pas l'emprise sur la totalité de nos vies et de notre pays. Donc, à vous de réfléchir. Le 16, on était présent. S'il y a d'autres appels que vous voulez qu'on relaie et qu'on soit présent, on le sera. Mais nous, on continue de se préparer pour septembre. Ce qui nous intéresse, c'est de faire une sortie et pas deux. Et si on l'annonce, on prendra nos responsabilités. Si on avait à échouer, on prendra aussi nos responsabilités. Vous m'aurez en face de vous pour présenter les excuses. En attendant, je pense que les enjeux sont tellement importants qu'on doit oublier tous ces clivages. Je pense que tous les leaders, tous les influenceurs, tous les gens qui sont reconnus, qui sont écoutés, on doit faire une table ronde le plus rapidement possible. On doit s'asseoir autour de la table, poser nos projets respectifs et arriver à unir tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on pourra aller voir le personnel hospitalier. Je pense qu'on pourra aller voir les caissières, les soignants, peut-être les syndicats, parce que même si les syndicats sont partis aujourd'hui, beaucoup de syndiqués sont restés en présence d'autres citoyens qui sont venus les soutenir. Donc, faut pas oublier ça. Tout n'est pas pourri. Il y a beaucoup de choses à changer, mais on a quand même des racines et des bases solides. Tu peux tout avoir, mec. Elle est pas loin. Tu me laisses encore 2 minutes? Juste une petite. Bon, comme vous voyez, ça bouge chez moi. Le message est passé. On avait dit qu'on ferait le point sur la journée. Tous ceux qui étaient présents, bravo. Ceux qui ont lancé l'appel et qui avaient dit qu'ils reprendraient la clé de l'Élysée, que ça soit nous ou quelqu'un d'autre, personne ne vous en voudra. Vous avez essayé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en sorte, le moment venu, d'y arriver. Voilà. Sur ce, je coupe mon micro et c'est moi qui vous écoute pour les mots de fin. Merci beaucoup. Voilà.
Je vais juste dire une chose pour rebondir sur tes propos. Il faut savoir que tous les groupes, quels qu'ils soient, de quelque mouvance qu'ils soient, tout le monde prétend, pour certains, détenir la vérité. En fait, non. On est tous à détenir une parcelle de cette vérité, et c'est en s'unissant qu'on réussira à faire une vérité entière et vraie. Voilà. Aucune personne ne peut dire qu'elle détient la vérité. Ce n'est pas vrai. Voilà. Mais une petite parcelle. Voilà. Je détiens une partie de vérité. Jérémy, Marie, Linda, Dominique, on tient tous une partie de vérité. Voilà. Mais on n'a pas toute la vérité. C'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, l'union fera la force et il n'y a que ça qui nous permettra de gagner. Voilà. Linda, quelque chose à dire peut-être pour la fin? Merci. Rien. Je ferai beaucoup de choses pour toi, tu sais. Dominique? Non, merci. Je crois que tu as tout dit. Et effectivement, il me semble, et je vais essayer de rabattre un peu mes collègues syndiqués, quelle que soit la fonction publique, pour qu'on soit tous ensemble, parce que quel que soit le service public, il est en souffrance. Il est en souffrance et on ne peut pas laisser la place à ce droit régalien au secteur privé. C'est pas possible. Il faut que tous les territoires soient égaux, parce que là, on parle de Paris, on parle des grosses agglomérations, mais sachez que dans les petits territoires, c'est les petits services publics qui tiennent la dragée haute et qu'il faut tourner la machine. Donc, il faut que soit tous solidaires et tu as raison. Et Jérémy aussi. Donc, écoutez. Je suis d'accord, vous avez déjà tout dit. Je voulais remercier Jérémy aussi. Alors, je ne connais pas trop Le Jour se lève, mais j'avais déjà vu ses actions lors de la crise du Covid à aller démarcher les gens pour savoir si des personnes avaient besoin d'aide. Et j'ai trouvé cette action vraiment admirable. Donc, merci beaucoup. Merci. Bien. Écoutez, c'est nous qui vous remercions en tout cas d'être venus dans ce live, de nous avoir apporté vos témoignages qui me semblent importants. Voilà, parce que les internautes ont besoin de savoir la vérité et ce qui se passe réellement dans notre France. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous embrasse. Et puis, à une prochaine fois. Allez. Merci à tous. Au revoir.